L'atelier de prévention des risques professionnels a pour objet aujourd'hui le travail sur écran. Vous vous êtes rendu compte que les ordinateurs étaient devenus des éléments incontournables de nos activités, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Tous les métiers sont maintenant concernés par le travail sur écran, et pas seulement les secrétaires ou les assistants, comme ça a pu être le cas il y a quelques années. Cette tâche, à l'apparence confortable, a pourtant des effets néfastes sur la santé. Nous allons voir comment nous installer avec moins de contraintes, puisque nous sommes face à 3 ennemis du corps humain, la posture assise, l'immobilité et la répétition de certains gestes. Or, il n'y a rien de naturel dans cette façon de travailler, puisque l'être humain est fait pour être debout et mobile. Nous allons devoir nous adapter à notre environnement, non sans mal. Dans cet atelier, nous allons voir quels sont les effets sur la santé. Tout d'abord sur la vision, puis sur les articulations et le dos. Nous vous proposerons quelques exercices de récupération. Dans la deuxième partie, nous allons vérifier d'abord l'environnement de travail et vous aider à repenser votre poste de travail dans une approche ergonomique. Puis nous ferons le point sur l'organisation du travail. Nous verrons enfin quelles sont les conditions de réussite pour le télétravail et vous apporterons quelques trucs et astuces. Travailler dans un bureau au chaud, sur un siège confortable, ne paraît pas du tout contraignant vu de l'extérieur. Or, lorsque nous interrogeons les utilisateurs, plus de la moitié ressentent des gênes, des douleurs ponctuelles ou même des douleurs chroniques. En effet, certaines personnes ressentent des douleurs au niveau du dos, 59%, que ce soit sur la partie cervicale ou sur la partie lombaire. La fatigue visuelle est exprimée également dans la moitié des cas. Il y a également des douleurs au niveau des articulations, que ce soit au niveau des épaules, des coudes ou du poignet. Alors, quels sont les effets sur la santé ? Tout d'abord, l'impact sur la vision. Faisons le point sur le principe de la vision. En vision de loin, les muscles sont relâchés et l'œil est au repos, l'accommodation se fait automatiquement. Au contraire, regarder une image en vision de près, que ce soit la lecture d'un document papier ou l'écran d'ordinateur, demande aux yeux un effort de convergence maintenu. Les muscles sont contractés, il y a moins de clignement des yeux. L'environnement a aussi un impact sur cette fatigue visuelle. Est-ce que vous travaillez dans une pièce trop lumineuse? Est-ce que vous travaillez dans une pièce trop sombre? Tout excès entraînera une fatigue. Si vous percevez les sources lumineuses quand vous regardez votre écran d'ordinateur, par exemple, le spot, le plafonnier ou la lumière naturelle peut vous gêner et accentuer encore plus cette fatigue visuelle. Si vous avez besoin d'une correction visuelle, il y a 3 points à ne pas négliger. Tout d'abord, il est important et évident d'avoir une correction adaptée. Or, vous savez très bien que pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, vous devez attendre plusieurs mois, 6 mois, voire 1 an. Entre ces 2 rendez-vous, votre vue a peut-être bougé et n'est plus adaptée du tout à la correction que vous avez. Une fois que vous avez votre ordonnance, il est important de préciser votre activité à l'opticien qui va vous équiper. Sachez que vous pouvez faire recontrôler votre vue par l'opticien entre 2 rendez-vous chez l'ophtalmo. Si votre correction n'a pas beaucoup bougé, il pourra vous proposer un nouvel équipement. Le deuxième point est la forme de la monture qui doit être adaptée à votre besoin. Plus que la forme, c'est plutôt la hauteur de la monture qui est important. En effet, une monture trop petite entraînera des désagréments. Porteur de verre progressif, voyez particulièrement grand sur la monture. Vous savez peut-être qu'en vision de près, vous regardez sur le bas du verre. En vision de loin, vous regardez sur le haut du verre. Et entre les deux, vous avez une zone intermédiaire. Si cette zone intermédiaire n'est pas suffisamment haute, vous serez gêné devant votre écran d'ordinateur. Dans ce cas, vous compenserez en levant le menton et vous aurez finalement des douleurs cervicales. Troisième point, c'est la question des filtres. Maintenant, presque tous les équipements ont un filtre anti-reflet. Se pose encore la question du filtre anti-lumière bleue. Dans des conditions normales d'utilisation de vos écrans, se protéger de la lumière bleue avec un filtre sur vos verres correcteurs n'a pas vraiment de sens, car il n'y a pas de risque pour la rétine au vu des données scientifiques actuelles. À défaut de consensus médical, c'est un choix individuel qui vous appartient. Sachez également que ce filtre va modifier votre vision des couleurs. Le blanc va être plutôt jaune, mais surtout qu'il modifie également votre état de veille si vous le portez toute la journée. Pour respecter notre cycle jour-nuit, nous avons besoin, surtout le matin, d'une exposition à cette lumière bleue. Pour en limiter les effets, il faut plutôt limiter la durée de l'exposition chaque jour et surtout ne pas s'y exposer le soir après 18 h pour préparer notre sommeil.
Quels sont les effets de cette fatigue visuelle? Selon les individus, ils vont être différents. Devant un écran d'ordinateur, ce qui est sûr, c'est que nous clignons moins souvent des yeux. Les porteurs de lentilles, qui ont besoin de larmes, vont être particulièrement gênés. Le regard est figé sur une même image, et nous l'avons dit, la vision est à courte distance. Certains vont avoir l'impression d'avoir des grains de sable dans les yeux à la fin de la journée, des picotements, une vision moins nette, une fatigue générale, des maux de tête. Il est important de faire le point. Retenez que c'est plus la distance de lecture qui crée la fatigue visuelle que l'écran d'ordinateur lui-même. Comment limiter la fatigue visuelle? Nous vous proposons 2 types d'exercices. Le premier exercice consiste à regarder au loin, par la fenêtre, qui va favoriser la récupération de cette fatigue visuelle. Profitez-en pour observer l'environnement en pleine conscience et respirer profondément. Le deuxième exercice de mise au repos consiste à préchauffer vos mains et les poser en coquille sur vos yeux quelques instants. Détendez bien vos paupières et profitez-en également pour bien respirer. Le deuxième type d'exercice va consister au contraire à faire travailler vos yeux. L'exercice de l'alphabet permet de renforcer les muscles. Sans bouger la tête et le reste du corps, vous essayez d'écrire l'alphabet avec le regard en traçant les plus grandes lettres possibles, en alternant les minuscules et les majuscules. On peut également écrire son nom ou toute autre phrase. Toutes les 5 lettres, vous fermez les yeux et vous respirez profondément. L'exercice de l'autostoppeur permet de maintenir la capacité d'accommodation. Vous tendez le bras ou vous levez le pouce en autostoppeur devant le visage et vous portez le regard sur le pouce. Vous essayez de faire une mise au point. Une fois que cette mise au point est faite, vous modifiez la distance du pouce en avançant votre main et en la reculant tout en gardant cette mise au point. Essayez de faire 20 fois cet exercice. Comme plus de la moitié d'entre vous l'avait exprimé, travailler avec un écran a un impact sur les articulations et également sur le dos. Les douleurs, les gênes qui sont ressentis sont appelés troubles musculo-squelettiques ou TMS. Les TMS sont des maladies professionnelles, elles en représentent d'ailleurs plus de 80% des cas. Ces douleurs sont causées, aggravées, accélérées par le travail. Les TMS atteignent les tissus mous, c'est-à-dire les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs qui composent les articulations, ainsi que le dos. Les TMS ont pour facteur de risque les situations de stress. Êtes-vous concerné? On repère dans les situations de stress la désorganisation du travail, les tâches interrompues, l'exposition au bruit, les contraintes, les relations avec sa hiérarchie, avec les collègues, avec des clients. Quand on est stressé, les muscles sont crispés et favorisent encore plus les troubles musculo-squelettiques. Les TMS ont également d'autres facteurs de risque. Repérez dans vos activités si vous avez des gestes répétés, des postures extrêmes ou des efforts excessifs. Réfléchissez à vos gestes répétés. Arrivez-vous à les identifier? Les plus fréquents vont être le clic sur la souris ou les 2 doigts, voire les 10 doigts que vous posez sur votre clavier. Mais vous en avez d'autres. Pour certains, par exemple standardistes, ça va être le fait de décrocher le téléphone. Réfléchissez à vos activités et essayez de les repérer. Avez-vous des postures extrêmes? Qu'est-ce qu'une posture extrême? Une posture extrême s'oppose à une posture neutre. Souvenez-vous, en introduction, je vous ai indiqué qu'une posture assise prolongée n'est pas naturelle. C'est donc une posture extrême. Mais elle n'est pas la seule. Où avez-vous placé votre souris? Si vous devez écarter votre bras pour aller poser votre main dessus, c'est également une posture extrême. Pareil pour le clavier que vous avez positionné à bout de bras. Peut-être que certains d'entre vous, vous coincez le combiné entre votre oreille et votre épaule. C'est une posture extrême. Les jambes croisées? N'en parlons pas. Peut-être avez-vous également des efforts excessifs, si vous manipulez quelques charges lourdes, des dossiers, des archives, si vous êtes responsable de l'approvisionnement du papier A4 par exemple. Vraiment posez-vous la question sur les tâches que vous effectuez au quotidien et essayez de repérer ces 3 facteurs de risque. Vous allez devoir agir sur ceux qui sont prépondérants, le plus fréquents et le plus prolongés. On dit que les TMS sont multifactoriels, c'est-à-dire que les facteurs viennent se cumuler les uns avec les autres pour finir par faire mal un jour. Ce ne sont pas des blessures, donc pas des accidents du travail, ce sont des maladies professionnelles
qui vont donc avoir pour conséquence de l'inconfort, de la faiblesse, des douleurs, des pertes de force. Alors travailler avec un écran d'ordinateur entraîne-t-il vraiment des TMS? On l'a vu de l'extérieur, cela a une apparence confortable. Mais vous savez qu'à l'usage, vous allez ressentir des douleurs sur la colonne vertébrale, sur la partie cervicale principalement et sur la partie lombaire, et des douleurs aux articulations. Ça peut commencer au niveau de l'épaule et descendre dans le coude et le poignet, ou au contraire, commencer au niveau du poignet, remonter dans le coude et dans l'épaule. Un point sur les épaules. L'épaule est constituée d'un ensemble d'éléments très résistants, mais qui, paradoxalement, sont fragilisés parce que l'épaule est très mobile. Une épaule est en posture neutre lorsque les épaules sont basses et les bras à 90 degrés. Il faut essayer de privilégier sa position dans les zones vertes que vous pouvez voir sur l'écran. L'épaule ne peut pas supporter une angulation à plus de 60 degrés, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire que concrètement, vous devez mettre tous vos éléments de travail dans la zone verte sur le bureau. Une épaule qui est trop souvent en dehors de la zone verte entraînera des tendinites dans plus de 80% des cas. La main et le poignet sont extrêmement sollicités lors du travail sur écran. Il est important de prendre conscience très tôt des premières gênes et douleurs lors d'utilisation intensive et prolongée, que sont le clic de la souris et la frappe sur le clavier. Le poignet est en position neutre lorsque la main est dans le prolongement de l'avant-bras. Lorsqu'on met la main sur le clavier ou la souris, on impose donc à celle-ci une angulation qui n'est pas naturelle. Cette extension, associée au fait de poser la paume de la main sur le bureau, surface dure et froide, est la cause d'un grand nombre de syndromes du canal carpien, numéro 1 des maladies professionnelles en France. La sursollicitation de la main et du poignet sur le clavier et la souris favorise donc cette maladie professionnelle très invalidante, pouvant même remettre en cause votre poste de travail. Faisons maintenant un point sur le dos. Vous voyez sur ce schéma que la colonne vertébrale est dans une posture neutre quand elle est dans une angulation inférieure à 20 degrés, la zone verte. La colonne vertébrale n'est pas faite pour aller au-delà de ces 20 degrés, trop souvent, trop longtemps. Le schéma que vous voyez sur l'écran est une posture dite de moindre inconfort. Cette posture aligne la tête, les épaules et le bassin. Regardez la représentation de la colonne vertébrale ci-dessus. Les petits ronds jaunes symbolisent le noyau de chaque disque intervertébral. Le noyau, quand la colonne vertébrale est en posture neutre, se situe au milieu, au centre de chaque disque intervertébral. Dans ce cas, chaque disque reçoit une pression à peu près similaire et le tout est équilibré. Lorsqu'on se penche en avant, qui est une posture que l'on prend très souvent dans le cadre du travail, les choses sont complètement différentes. Le noyau, qui était central, du fait de se pencher en avant, est éjecté vers l'arrière. Cela crée un pincement à l'avant de la colonne vertébrale. Ce pincement, s'il est fréquent ou prolongé, va causer des dégâts irréversibles sur les disques intervertébraux. Attention, la bonne posture n'existe pas, mais il faut quand même privilégier celle dite de moindre inconfort le plus souvent possible. Il faut également essayer de respecter cette notion de verticalité le plus souvent possible. Finalement, on cumule les postures dites à risque lorsqu'on sort des zones vertes longtemps ou souvent. Au cours de la journée, vous pouvez adopter toutes sortes de postures qui ne sont pas graves en soi. Mais le fait d'être penché en avant parce que les caractères de l'écran ne sont pas bien visibles, le fait d'être tourné sur le côté parce que vous n'avez pas mis votre écran en face de vous, le fait de croiser les jambes, le fait d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de la tortue parce que la tête est en dehors de l'axe de la colonne vertébrale, sont autant de postures qui deviennent problématiques. Quels sont les muscles qui protègent le dos? La colonne vertébrale ne peut pas tenir toute seule, elle doit être soutenue et accompagnée dans ses mouvements. Pour cela, il est important d'avoir des muscles en bonne santé et toniques. Si vous avez une bonne ceinture abdominale et si vous avez des bons muscles dorsaux, la colonne vertébrale est alors prise en sandwich entre ces deux groupes musculaires. Elle devient beaucoup plus résistante au mouvement et à l'imposture que vous lui imposez. On a dit tout à l'heure que rester assis toute la journée n'est pas une posture naturelle. Elle vous impose de mobiliser vos muscles pour maintenir cette posture tout au cours de la journée. Parlons justement sédentarité. On constate une réduction progressive de l'effort physique dans toutes nos activités du quotidien, c'est évident. L'OMS considère que l'on ne devrait pas passer plus de 7 heures assis par jour. Or, dans la réalité, nous en passons au moins 9 au travail et en moyenne 12 au total par jour. Les premiers effets sont évidemment la prise de poids et les douleurs articulaires. Mais pas seulement, la sédentarité renforce également toutes les causes de mortalité.
Elle peut doubler le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité, mais elle augmente aussi le risque de certains cancers, d'hypertension, de dépression et aussi d'anxiété. Il est peut-être temps de faire le point sur sa sédentarité pour la diminuer et à défaut la compenser. Pour contrer les effets de la posture assise prolongée, nous vous invitons à faire quelques exercices d'étirement et de renforcement musculaire. Il ne s'agit pas de devenir des professionnels de la culture physique, mais quelques minutes suffisent par jour pour résister ou compenser partiellement les effets du travail dans la durée. Vous pouvez maintenant trouver de nombreuses vidéos et applications qui vous permettront de faire quelques exercices au quotidien. L'exercice de gainage est un exercice complet qui fait travailler les muscles profonds qui maintiennent la colonne vertébrale, mais vont également vous faire travailler les muscles des épaules. Attention, le gainage est beaucoup moins facile qu'il n'y paraît. Il est très important d'aligner la tête, les épaules et le bassin pour ne pas se faire mal. Trouvez l'exercice qui vous convient, chacun en fonction de ses capacités. Il est important d'y aller doucement, à son rythme. Les lombaires nécessitent peut-être un renforcement spécifique, comme vous voyez sur le bas de l'image. Allongé à plat ventre sur un sol dur, vous gainez vos abdominaux autour du nombril avant de décoller simultanément les jambes et le buste. Également, il est important d'y aller très doucement. Nous vous proposons quelques exercices d'étirement. Cette affiche, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Vous pouvez prendre 5 minutes par jour pour faire l'affiche en totalité, par exemple toutes les 2 heures, ou sélectionner certains mouvements en fonction des tensions que vous avez ressenties. Lorsque vous voyez une petite chaise à côté de certains schémas, cela veut dire que vous pouvez faire l'exercice ou bien debout ou bien assis. Pour limiter les effets du travail sur la santé, l'élément majeur est vraiment de prendre conscience de ça ou de ces postures au quotidien. Repérez bien celles qui créent des tensions. Repérez la localisation de vos douleurs. Essayez de vous rapprocher le plus souvent possible de la position qu'on dit neutre. En clair, soyez attentif à votre corps et n'attendez pas d'avoir mal, vraiment mal, pour bouger, vous lever très régulièrement au cours de la journée. Et faites un effort pour renforcer les muscles qui vont vous aider à maintenir votre posture sur toutes les années qui vous restent à travailler. Le gros problème des TMS, c'est qu'ils s'installent progressivement dans le temps et qu'ils ne font pas mal au début. Et lorsqu'on commence à avoir mal et à agir, il est parfois trop tard. Entretenir son corps comme on le fait pour d'autres outils est une des pistes. Maintenant, il est aussi important de se poser la question du poste de travail. Eh bien, je laisse la place à Solène qui va vous expliquer tout ça. Dans cette partie, nous allons voir comment effectuer des réglages au niveau de son poste de travail et nous allons voir également les solutions qui existent afin de prévenir ou de compenser certaines difficultés. Tout d'abord, nous allons aborder la question de l'environnement de travail. En effet, l'approche ergonomique va s'intéresser à plusieurs facteurs. Elle va donc s'intéresser à la personne, à son activité, à ses besoins, mais également aux conditions dans lesquelles elle va exercer son activité. L'ambiance lumineuse est un des facteurs qui peut déterminer une mauvaise installation au poste de travail et donc peut favoriser le développement de troubles musculo-squelettiques. La lumière naturelle est à privilégier au sein des bureaux afin d'apporter un confort psychologique mais également un confort visuel. Travailler dans un bureau aveugle sans fenêtre n'est donc pas recommandé. Quelques règles sont appliquées afin de travailler dans de bonnes conditions. Privilégiez le positionnement de votre poste de travail de manière perpendiculaire à une fenêtre et ce à une distance d'environ 1,50 m pour éviter tout phénomène d'éblouissement ou de reflet à l'écran. Si cela n'est pas possible, il est alors recommandé d'équiper les fenêtres de store afin de réguler la quantité ou l'intensité de la luminosité. La lumière artificielle vient quant à elle en complément de la lumière naturelle et là aussi, quelques conseils sont à appliquer. Évitez le positionnement de votre poste de travail directement en dessous d'une source lumineuse. Privilégiez au contraire le positionnement de votre poste entre 2 rangées luminaires pour éviter toute gêne visuelle. Les dispositifs à lumière indirecte qui vont diffuser la lumière vers le plafond peuvent être un bon complément également pour un bon éclairage homogène de la pièce. Des réglages au niveau de l'écran sont également à apporter pour plus de confort. On réglera ainsi quotidiennement ou de manière plus régulière le contraste et la luminosité de l'écran. Cela peut dépendre d'un ressenti, par exemple d'un état de fatigue ou de la luminosité extérieure. Une écriture foncée sur fond clair est à privilégier lorsqu'il n'y a pas de pathologie visuelle.
Place maintenant au réglage du matériel et des outils de travail. Procédons par étapes. Nous allons dans un premier temps effectuer les réglages du siège. Nous verrons ensuite comment ajuster et positionner les éléments du bureau. Puis nous verrons comment choisir et bien utiliser ces outils de travail. Enfin, nous verrons les solutions existantes afin de pallier à la posture assise prolongée. Pour une bonne installation au poste de travail, il est important d'effectuer les bons réglages de son siège. Là aussi, nous allons procéder par étapes. Nous allons donc commencer par la hauteur du siège afin de l'adapter à la hauteur du plan de travail. Nous allons ensuite régler la profondeur d'assise. Nous réglerons la hauteur du dossier et le renfort lombaire. Puis nous verrons comment positionner les accoudoirs. Pour régler la hauteur de votre siège, vous pouvez vous positionner face à votre siège et augmenter ou diminuer la hauteur de sorte à avoir le bord de l'assise juste en dessous du niveau de vos genoux. Asseyez-vous et assurez-vous d'avoir un angle de 90 à 110 degrés au niveau des jambes. Attention, ces réglages ne sont pas fixes et vous pouvez évidemment les modifier au cours de la journée. Pour régler la profondeur d'assise, il suffit d'actionner la manette de sorte à avancer ou à reculer le bord de l'assise. En effet, il faut veiller à ne pas compresser l'arrière de votre genou au bord de l'assise. Il faut avoir environ un espace entre 2 et 5 cm. Réglez ensuite la hauteur de votre dossier de manière à avoir la partie bombée au niveau du creux lombaire. Il est possible également sur certains sièges de régler l'angle du dossier de manière à pouvoir reposer les muscles au cours de la journée. Toujours au niveau du dossier, nous pouvons à présent régler le renfort lombaire grâce à une petite manette qui se situe derrière le dossier que vous pouvez actionner afin de régler l'intensité du renfort lombaire. Si vous ne disposez pas de ce type de réglage, vous pouvez alors placer un coussin au niveau de votre dos. Veillez enfin à régler vos accoudoirs à la bonne hauteur afin de limiter toute tension au niveau des cervicales et des membres supérieurs. En effet, ces derniers doivent être positionnés au même niveau que le plan de travail, ni au-dessus ni en dessous. Si vous ne possédez pas d'accoudoirs ou que le mobilier ne permet pas de les positionner au même niveau, vous pouvez alors vous rapprocher au plus près du plan de travail afin de reposer les avant-bras. Les accoudoirs disposant de réglages en 4 dimensions, c'est-à-dire en hauteur, en profondeur, d'avant en arrière, en largeur et orientable, sont à privilégier pour s'adapter à toutes les morphologies. Une fois les réglages du siège effectués, nous devrions avoir l'installation suivante. Les bras reposant sur le plan de travail ou sur les accoudoirs avec un angle de 90 degrés. Les pieds à plat au sol, si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajouter un repose-pied. Le dos en appui contre le dossier et les jambes avec un angle de 90 degrés. Nous allons pouvoir maintenant passer au réglage de notre écran et au positionnement des éléments du bureau. Concernant le réglage de notre écran, nous allons dans un premier temps régler la distance de celui-ci qui équivaut à peu près à un bras tendu. Nous allons ensuite régler la hauteur de l'écran de manière à avoir le haut de celui-ci au niveau de la ligne de notre regard. Pour les personnes portant des verres progressifs, il est possible de baisser l'écran pour plus de confort. Et nous allons également régler l'inclinaison afin de limiter les reflets. Il est important également de positionner le plus possible votre écran face à vous pour limiter les rotations des cervicales. Nous allons ensuite ajuster le positionnement des outils de travail en veillant à rapprocher le plus possible de soi les outils que l'on utilise le plus souvent. Selon l'activité, cela va donc être le téléphone, les documents ou le porte-documents. Concernant l'utilisation du téléphone, attention à ne pas bloquer votre téléphone entre votre épaule et votre oreille afin de limiter les sollicitations des cervicales. Pour cela, il est possible d'utiliser un casque téléphonique qui va vous permettre de libérer vos mains et va vous permettre également de vous isoler du bruit. Ou alors, il est possible également de modifier l'emplacement de votre téléphone. Si vous êtes droitier, par exemple, vous pouvez alors placer votre téléphone à votre gauche afin de décrocher de la main gauche et de pouvoir prendre des notes de la main droite. Dans le cas où vous disposez de plusieurs écrans, là aussi va se poser la question de la fréquence d'utilisation. Par exemple, si vous disposez de 2 écrans
et que vous les utilisez à la même fréquence, vous pouvez alors les positionner face à vous de manière centrée, côte à côte. Au contraire, si vous utilisez un écran en particulier, placez alors l'écran principal face à vous et le second juste à côté, à gauche ou à droite. Dans tous les cas, les écrans doivent être de préférence harmonisés, c'est-à-dire avec les mêmes caractéristiques de taille notamment, afin de limiter les différences de hauteur. Veillez à effectuer les mêmes réglages de luminosité et de taille de caractère. Les bras articulés peuvent permettre de faciliter le réglage des multiples écrans, mais attention, ces derniers ne sont pas toujours adaptés aux caractéristiques des écrans ou à l'environnement de travail. Votre écran principal est un ordinateur portable. Attention, son utilisation prolongée n'est pas adaptée et n'est pas recommandée. En effet, il sollicite de manière importante l'ensemble du corps et notamment les cervicales. Il est alors recommandé de disposer d'un écran fixe et d'utiliser l'ordinateur portable en guise de station d'accueil. Il est également possible de rehausser l'ordinateur portable à l'aide de ramettes de papier ou à l'aide d'un rehausseur spécifique. Attention, dans tous les cas, il est important d'avoir un clavier et une souris déportés pour éviter tout positionnement inconfortable. Le clavier et la souris, justement, comment bien les choisir? En effet, une utilisation intensive et prolongée d'une souris et d'un clavier classique peuvent favoriser le développement de tendinite ou encore du syndrome du canal carpien. En effet, ces dispositifs ne permettent pas de maintenir une position naturelle de la main et des épaules. Nous pouvons d'ores et déjà effectuer ensemble quelques petits réglages, abaisser les pattes de votre clavier si cela n'est pas déjà fait et rapprocher au plus proche du clavier votre souris. Quelles sont les caractéristiques d'un bon clavier? Celui-ci doit être de préférence plat, fin et de taille compacte. Le modèle va être déterminé selon le type d'activité. En effet, certains claviers compacts disposent d'un pavé numérique intégré et d'autres n'en disposent pas. Il est alors possible de mettre en place un pavé numérique dissocié. L'avantage est qu'on va permettre de pouvoir le positionner à droite ou à gauche selon ses besoins. Attention toutefois à ne pas induire des positions inconfortables au niveau du membre supérieur. En effet, la taille du clavier va conditionner le positionnement de la souris. Comme on peut le voir sur les trois photos, plus le clavier est long et moins il est centré, et plus l'éloignement de la souris par rapport aux touches du clavier va être important, induisant donc un écartement important du membre supérieur et pouvant conduire à des douleurs de l'avant-bras, de l'épaule, mais également des cervicales. Dans le cas de l'utilisation d'un pavé numérique dissocié, comme on l'a vu un peu plus tôt, il est alors conseillé, par exemple si vous êtes droitier, de le placer plutôt à la gauche du clavier et inversement si vous êtes gaucher. Cela va permettre donc de limiter l'écartement trop important de l'épaule, mais également de limiter la sursollicitation du bras principal. Et qu'en est-il de la souris? Le critère pour choisir une bonne souris est avant tout de choisir un modèle qui soit adapté à la taille de votre main. De multiples modèles de souris existent que nous allons détailler juste après. En effet, nous allons voir dans cette partie les différents dispositifs qu'il est possible de mettre au poste de travail en guise de prévention ou de compensation de certaines difficultés. Ici, nous voyons un modèle de repose-bras. Ce type de dispositif va permettre d'apporter un soutien supplémentaire au niveau des membres supérieurs. Ici, nous voyons un modèle de souris verticale. La souris verticale va permettre de maintenir une position naturelle de l'avant-bras et du poignet et limite ainsi l'appui au niveau du canal carpien. Il existe différents modèles de souris verticale avec des degrés d'inclinaison qui peuvent varier, mais également des tailles différentes. Il est donc important de choisir le modèle qui sera adapté à votre morphologie, donc à la taille de votre main, mais également à vos besoins. Pour cela, il est recommandé d'effectuer des tests du matériel en général afin d'identifier le matériel compatible avec l'activité, mais également vos besoins ou vos éventuelles difficultés. Ici, nous avons un modèle de souris centrale. Ce dispositif va permettre de maintenir les bras au plus près du corps. En effet, le déplacement du curseur se fait uniquement avec les doigts. Afin de limiter tout positionnement inapproprié des documents, donc sur le côté ou devant le clavier,
il est possible de mettre en place des pupitres ou repose-documents. Le modèle de repose-document va être déterminé selon l'activité. Certains disposent par exemple d'un plateau coulissant qui va permettre de faciliter la prise de notes. D'autres n'en disposent pas, comme par exemple le modèle qui apparaît à l'écran, l'OptiOne. Celui-ci va permettre de positionner les documents face à soi et va limiter les flexions trop importantes en avant des cervicales. Enfin, il est possible de mettre en place un repose-pied. Celui-ci doit être de préférence antidérapant et réglable en hauteur et en inclinaison. Concernant le siège, donc nous avons vu tout à l'heure les réglages qui sont conseillés d'effectuer au niveau du siège afin d'être bien installé à son poste de travail. Néanmoins, tous les sièges ne disposent pas de ces caractéristiques. Nous allons donc vous présenter quelles sont les caractéristiques de base à prendre en compte lors de l'acquisition, par exemple, d'un nouveau siège. Donc le siège doit disposer à minima d'un piétement à 5 branches. Attention à ce que les roulettes soient adaptées au type de sol. Donc, nous conseillons de mettre des roulettes souples, par exemple, sur de la moquette, afin de faciliter le déplacement du siège. Ensuite, donc, veillez à ce que l'assise soit réglable en hauteur et en profondeur, le dossier réglable en hauteur avec présence d'un renfort lombaire, et les accoudoirs réglables en 4 dimensions, donc en hauteur, en profondeur, en largeur et en orientation. Nous arrivons à présent à la dernière partie de l'approche ergonomique, dans laquelle nous allons vous donner quelques conseils afin de limiter la posture assise prolongée. En effet, toute posture, qu'elle soit assise ou debout, lorsqu'elle est maintenue sur de longues périodes, peut induire des effets délétères sur la santé. Il existe donc quelques solutions afin de remédier à cela. Les solutions étant le bureau réglable en hauteur et la station élévatrice, qui est directement à poser sur le bureau, donc c'est la photo en bas à gauche. Ces dispositifs vont permettre d'alterner la posture debout et assise, qui est recommandée au cours de la journée, mais elles vont également permettre d'adapter la hauteur de travail à toutes les morphologies. En effet, le mobilier n'est pas toujours adapté aux personnes de petite taille ou de grande taille. D'autres solutions existent comme par exemple les ballons appelés Swiss Ball que l'on rencontre de plus en plus dans les entreprises. Il va permettre en effet de travailler en assise dynamique et va donc offrir une certaine mobilité du corps. Néanmoins, une utilisation prolongée n'est pas recommandée. En effet, l'assise instable qu'elle offre va induire une sursollicitation musculaire. De plus, celui-ci ne dispose pas de dossier et donc de renfort lombaire. Et il ne dispose pas non plus de réglage au niveau de la hauteur et donc va induire des positions inadaptées au poste de travail. L'utilisation doit donc se faire de manière ponctuelle au cours de la journée. La meilleure solution pour limiter les effets de la posture assise prolongée reste le mouvement. N'hésitez donc pas à vous lever régulièrement au cours de la journée, par exemple pour communiquer avec un collègue, lors des pauses par exemple, lors des conversations téléphoniques ou encore lors des réunions. En effet, le corps est fait pour bouger, la posture assise n'est pas naturelle pour l'homme. Prenez donc conscience du temps passé assis afin de le limiter. Enfin, pour diminuer les risques, on peut également agir sur l'organisation du travail. Des petits changements qui peuvent limiter les effets sur le long terme. Par exemple, vous pouvez améliorer votre frappe. Certains d'entre vous n'utilisez que les 2 index pour taper. Cela ne sollicite que 2 doigts. Apprenez plutôt à taper avec les 10 doigts, vous allez répartir la sollicitation sur l'ensemble des 2 mains. Il existe des logiciels que vous pouvez trouver sur Internet pour améliorer votre frappe. Ainsi, vous allez diminuer les tensions dans les bras et les épaules, mais vous allez également diminuer la contrainte cervicale puisque vous n'aurez plus besoin de contrôler aussi souvent le texte que vous avez tapé et le positionnement de vos doigts sur le clavier. Connaître les raccourcis est aussi un moyen de limiter les risques. Si vous aviez un petit compteur au bout de l'index, vous seriez effaré du nombre de clics que l'on effectue au cours d'une journée. Connaître les raccourcis, c'est diminuer le nombre de clics, mais c'est aussi utiliser les 2 mains. Peut-être que vous utilisez les raccourcis les plus courants, mais vous pouvez progresser en apprenant de nouveaux. Avez-vous remarqué que sur la plupart des actions que vous réalisez, il existe une traduction en raccourci? Regardez-les, apprenez-les et utilisez-les. Relâchez les tensions si vous n'êtes pas en train d'utiliser votre clavier et votre souris.
Remettez vos mains et vos épaules en posture neutre le temps de la lecture. Sachez également répartir le travail sur les deux mains. Les gauchers ont l'habitude d'utiliser leurs deux mains, mais droitiers, apprenez un peu à travailler avec la main gauche avant d'avoir mal. Placez par exemple le téléphone à gauche. Il n'y a pas besoin d'une grande dextérité pour attraper le combiné. Utiliser la souris avec la main gauche demandera un peu plus d'entraînement. Dans vos gestes du quotidien, entraînez-vous à attraper les objets avec la main gauche. Vous allez vite progresser. Nous venons de vous donner quelques astuces que vous pouvez mettre en place à votre niveau. Mais pour limiter les risques professionnels, réfléchir à l'organisation du travail de façon globale au sein de l'entreprise est véritablement une piste à ne pas négliger. Même si cela peut parfois être plus complexe, c'est souvent là que l'on obtient des résultats efficaces et durables. Cela peut par exemple passer par des réflexions sur le contenu et l'alternance des tâches de travail, l'aménagement des pauses si besoin, la performance des logiciels. Un logiciel trop lent, ça énerve. Mais si on n'est pas bien formé dessus, ça stresse. Donc l'information, la transmission des consignes, les pressions temporelles, les relations de travail, l'organisation des remplacements en cas d'arrêt maladie ou de congé. Ce sont autant de pistes sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Et réfléchir à une meilleure organisation du travail, c'est limiter le stress et les TMS, le stress étant un facteur de risque de troubles musculo-squelettiques. À présent, nous allons voir la partie sur le télétravail. Donc, évidemment, comme c'est toujours du travail sur écran, idéalement, cela devrait être les mêmes conseils. Seulement, comme la situation change, les contraintes changent, il faut s'adapter. Alors, tout d'abord, déjà des points de vigilance. Le télétravail doit être encadré et accompagné par l'employeur. Il y a des effets positifs, bénéfiques à la fois pour l'employeur et pour le salarié. Le télétravail peut contribuer à améliorer les conditions de travail au niveau de la qualité, de l'efficacité, notamment par exemple selon les conditions que l'on a chez soi et selon les conditions que l'on a au travail. Cela peut être plus de calme pour se concentrer que dans un open space avec une vingtaine de personnes par exemple. La diminution mécaniquement des temps de déplacement et un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Mais là, nous verrons tout de même par la suite qu'il y a quelques petits points d'attention, quelques petites règles à se donner de manière à ce que tout se passe bien et à ce que le salarié puisse tirer le maximum de bénéfices du télétravail sur ce point-là. Alors, les avantages du télétravail varient évidemment d'une entreprise à l'autre, d'un travail à l'autre, d'une personne à l'autre, puisque cela va dépendre de multiples facteurs. Chaque personne, de ce fait, va aborder le télétravail de manière très différente. Alors, par rapport à l'environnement, il y a des pistes de prévention que l'on peut donner. C'est déjà un petit peu le basique, c'est de s'aménager un espace dédié. L'idée va être vraiment de faire attention à la porosité entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc déjà au niveau physique, c'est déjà se créer voilà, un espace de travail où psychiquement, quand on y est, c'est un moment de travail uniquement. On va limiter l'accès aux proches pour ne pas être distrait parce que cela fait mécaniquement des interruptions de tâches qui vont faire perdre du temps de travail, il y a un risque d'erreur et ça crée une fatigue psychique. Et aussi au niveau du temps, pouvoir se fixer des limites dans le temps de travail. Alors parfois on a des horaires de travail que l'on respecte et c'est parfait. Si on est par contre en forfait jour, c'est vrai que c'est tentant, très tentant, surtout en cas de charge de travail excessive, de faire plus que d'habitude. Si par exemple l'open space se vidait un petit peu, les couloirs se vident vers 18h ou 18h30 d'habitude, voilà, on avait l'habitude de ne pas prendre le PC à la maison. On va finir de travailler mais assez rapidement et on va rentrer chez soi et on va avoir cette coupure. Alors quand télétravail, on a le PC chez soi. Pour peu qu'on se dise, bon, ben, c'est vrai que ce dossier, ce serait bien que je le finisse ce soir, on va être tenté de manger et puis après de se dire, ben voilà, j'y retourne 1 ou 2 heures pour boucler ce dossier. Et ça, on ne faisait pas avant
Et là, on va être tenté de le faire. Donc, on va avoir accès aux mails sur le téléphone, sur l'ordinateur, là où avant, peut-être, on n'avait pas de téléphone ou pas d'ordinateur pour y avoir accès. Alors, par rapport au téléphone, sachez, pour ceux qui ne le savent pas déjà, qu'il est possible de paramétrer les notifications. Donc, c'est tout à fait possible de recevoir tous les mails professionnels sur le téléphone, d'en envoyer, de les recevoir, mais de ne pas recevoir de notifications. Par rapport aux risques psychosociaux, donc nous avons vu qu'il y a des bénéfices au télétravail, mais il y a également des points d'attention à avoir. Donc, nous avons par exemple le sentiment d'isolement social et professionnel. Selon la situation, ça peut être un risque. Le risque de burn-out également si les limites professionnelles versus personnelles ne sont pas bien nettes. Par exemple, dans le cas cité tout à l'heure, si l'on fait des heures supplémentaires et que l'on grignote petit à petit la vie personnelle avec du temps de travail, cela peut accentuer le risque de burn-out. Alors, il peut y avoir aussi des sources de stress pour le salarié s'il doit gérer du coup seul son organisation par rapport à ce qu'il faisait avant, évaluer l'atteinte de ses objectifs, des choses comme ça. Après, il y a des solutions, on va voir juste après, vous inquiétez pas. Alors, pour la démotivation, effectivement, cela peut arriver par rapport notamment au manque de reconnaissance et de soutien. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu cette image du télétravailleur qui ne travaille pas. Et il peut arriver que face à des réflexions de l'équipe ou de la hiérarchie, cela puisse être dur à vivre et démotivant pour le salarié, alors que à côté de ça, il peut au contraire en fait faire plus d'heures, avoir plus de mal à faire son travail. Mais encore une fois, cela dépend complètement de la situation de travail et de la hiérarchie, du positionnement de la hiérarchie et des collègues. Alors par rapport aux pistes de prévention, c'est d'organiser en fait des réunions de manière régulière, en fait du lien entre les équipes et en interne dans l'équipe, du lien entre le manager et le salarié, de manière à diminuer l'isolement, à refaire le point sur l'organisation, les objectifs, à redonner de la reconnaissance, du soutien entre les salariés. Alors, alterner aussi les tâches, c'est important pour le salarié, c'est un des moyens de pouvoir limiter les effets négatifs. Bien maîtriser son temps de travail, ne pas se laisser déborder, ça on en a parlé. Favoriser les outils de visioconférence de manière régulière pour avoir des échanges un petit peu plus poussés que par mail, et en plus on limite le risque de mal interpréter également certains mails, et s'appuyer bien sûr sur le manager, les collègues, ne pas hésiter à créer du lien si on se sent soi-même isolé. On peut aussi être acteur pour créer du lien en faisant par exemple des visios pour discuter, une pause café par visio ou des petites choses comme ça pour créer du lien. Alors, il y a un numéro vert anonyme et gratuit mis en place par le ministère du Travail, donc on vous le rappelle, le 0800 130 000. Donc, évidemment, en cas de besoin, n'hésitez pas à l'appeler. Alors, concernant le matériel, pour le télétravailleur comme pour tout salarié, l'installation physique va avoir un impact direct sur ses conditions de travail, sur sa santé. Alors, attention, les risques, ils peuvent être majorés à domicile parce que l'environnement domestique, il n'a pas été pensé, conçu pour être un environnement de travail, mais pour être un environnement domestique de vie habituelle. Alors, quelles sont les pistes de prévention? Faire attention bien à vérifier déjà l'environnement, l'éclairage, l'aération, la circulation, la sécurité électrique, où est-ce qu'on en est, l'incendie, le risque de chute, par exemple, est-ce qu'il y a des fils qui traînent? Par rapport à l'éclairage, par exemple, le but, ça va être, dans la mesure du possible, de se mettre dans une pièce avec une fenêtre, avec un écran perpendiculaire à la source lumineuse, la fenêtre, ou la porte-fenêtre. Alors, pas trop proche non plus. Donc, pourquoi perpendiculaire? Le but, c'est d'éviter d'avoir
des reflets dans l'écran ou d'être ébloui si on est en face. Après, on fait comme on peut avec la place qu'on a et il faut évidemment s'adapter à l'environnement également. Si on a une fenêtre au nord, on va avoir moins de risques, des choses comme ça. Alors, les outils technologiques étant le seul lien avec le collectif de travail, ils doivent être adaptés. Il faut avoir les formations nécessaires, pouvoir échanger par rapport aux astuces, par exemple avec les collègues, comment mettre concrètement en pratique selon les différents besoins, quels vont être les usages les plus adaptés. Alors, les applicatifs de travail doivent faire l'objet de procédures en lien avec le service informatique. Donc, voilà, il faut que chaque salarié puisse être complètement à l'aise sur comment j'accède à mon dossier, si je fais des modifications, les enregistrements, etc. Ça, c'est très important également. Alors, communiquer avec son manager, surtout dès que possible, dès qu'il y a une difficulté ou des besoins, de manière à ne pas rester bloqué, perdre du temps et surtout se sentir mal à l'aise. Ça peut après s'aggraver. Donc, le but, c'est de régler tout de suite la situation, exprimer le besoin et que le manager puisse être à l'écoute et apporter la solution. Pour le matériel, concrètement, il va falloir être un petit peu inventif parfois, mais en tout cas, quand on a un ordinateur portable, le minimum du minimum, c'est une souris et un clavier. Et pour l'assise, eh bien, malheureusement, souvent, les gens passent d'un fauteuil plus ou moins confortable, mais tout de même en fauteuil dans leur lieu de travail habituel. Et en télétravail, des chaises. Donc là, il s'agit d'essayer de faire au mieux, de mettre des coussins, de prendre... Alors, éviter le fauteuil où l'on est complètement avachi, ou le canapé, mais voilà. Alors, par rapport au reste du matériel, repose-pied. On va se retrouver avec des choses un petit peu bricolées si on ne peut pas avoir un deuxième repose-pied. Et si on alterne entre les deux, c'est vrai qu'on ne va pas porter forcément le repose-pied sous le bras pour l'amener de l'un à l'autre. Donc, ça va être essayer de trouver des choses que vous auriez chez vous et qui pourraient faire office de repose-pied. En tout cas, c'est très important de faire attention au niveau de la circulation sanguine. Alors, la table, là encore, il faut être un petit peu créatif pour essayer d'avoir la bonne hauteur et pouvoir aussi parfois, grâce notamment à nos chères tables à repasser, alterner entre la position assise et debout, puisque nous l'avons vu, c'est l'idéal. Donc la table à repasser, ça permet d'alterner. Alors, rien n'est parfait si vous mettez votre ordinateur portable sur la table à repasser, l'écran ne sera pas à bonne hauteur. Mais voilà, si vous alternez plusieurs situations comme ça dans la journée, cela peut permettre de limiter les effets sur la santé de chaque situation. Alors, pour le pupitre porte-document, on peut essayer de mettre un classeur, par exemple, si on a assez de recul pour pouvoir poser nos documents. Donc, le but, c'est toujours de l'avoir entre l'écran et le clavier. Et pas sur le côté, parce que ça va donner ces fameuses rotation au niveau de la nuque. Alors, organisez le travail, bougez dans la mesure du possible, levez-vous et pas seulement quand votre corps est à bout. Voilà, c'est important de faire par exemple des étirements, d'autant plus que vous êtes chez vous. Donc là où on ne s'imagine pas forcément faire certaines choses au milieu de l'open space ou même dans un bureau à deux, se mettre à faire des étirements. Là, si vous êtes chez vous, c'est peut-être justement l'occasion, quand vous faites une pause, de faire des étirements, de faire du bien à votre corps. Si vous avez déjà des petites tensions, ça va vous permettre de peut-être avoir moins de tension, un petit peu de soulagement. Et si vous n'en avez pas, profitez-en pour faire de la prévention, pour ne jamais en avoir besoin de faire tout ça par cause de douleur. Donc, il y a plein de choses qui existent, hein, n'hésitez pas à regarder à ce niveau-là. Le but est de trouver ce qui vous correspond le mieux. Plus vous prendrez plaisir à le faire, plus vous pourrez être régulier et tenir dans la durée.
Voilà, eh bien, merci pour votre attention et à présent, on va voir pour répondre à vos questions.